Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Sony quand même, parce qu'on en est où là, mi-2025 avec Sony. Alors, petit historique rapide, ma chaîne, moi je l'ai ouverte en septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, 2022, donc il y a bientôt 3 ans. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je venais de Sony, avec la succession A7 III, A7 IV, et j'avais revendu l'A7 IV du coup parce que je trouvais que j'étais un peu coincé entre son obturateur mécanique très bruyant et son obturateur électronique peu utilisable à cause d'un rolling shutter extrêmement marqué. Je me retrouvais plus trop dans l'utilisation de ce boîtier et donc j'étais passé chez Fuji, notamment dans un premier temps avec le X-T4 et ensuite avec le X-H2S, avant de passer chez Canon cette fois-ci en fin d'été 2023, donc voilà, il y a bientôt 2 ans là par contre, et avec le R6 et puis le R7 et le R5 II. Voilà, je suis à nouveau chez Fuji maintenant, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, donc du coup, pourquoi moi j'avais quitté Sony? Donc, je l'ai dit, entre autres, et puis je vais y rajouter quand même que l'A7 IV n'avait pas le prédéclenchement, et moi je commençais déjà à cette époque à m'intéresser à la photo d'oiseaux, et notamment de petits oiseaux. Et je me rendais bien compte à quel point ça me manquait de ne pas avoir le prédéclenchement et d'avoir une rafale qui plafonnait aussi, parce que ça c'est l'autre inconvénient, à 10 photos par seconde, qu'on soit en obturateur mécanique ou surtout électronique. Donc voilà où on en était, je veux dire, il y a 3 ans à peu près, c'était il y a 3 ans. Le problème c'est qu'on en est toujours là. Alors bon, on peut se dire c'est aussi la durée de vie d'un boîtier, le Sony A7 IV, ça fait à peine 4 ans qu'il est sorti, un petit peu moins, 3 ans et demi, donc dans la durée de vie d'un boîtier, ça se tient quand même, n'exagérons pas. Disons qu'on va analyser les choses un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'a sorti Sony, on va dire, depuis 2 ans à peu près, on va se mettre à l'été 2023. Voilà. Qu'est-ce qu'a sorti Sony? Sony a sorti le A6700, d'accord, donc en APS-C, et a sorti le A9 III et le A1 Mark II récemment. Dans mon analyse, là, je ne vais pas parler des boîtiers ZV, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns, des boîtiers beaucoup plus orientés vidéo. Mon sujet, c'est plus les boîtiers orientés photo-vidéo, je veux dire. Donc, du coup, voilà ce qu'on a eu. Alors, le A6700 venait remplacer l'A6600 clairement vieillissant. Il n'a pas, l'A6700, je veux dire, il n'a pas renversé la table non plus dans le monde de la PSC, où on avait des acteurs, notamment comme Fuji, qui étaient capables d'aller plus loin avec leur boîtier APS-C. Et puis c'est à l'époque, pas si lointaine, je veux dire, à l'été 2023, c'est l'époque où Canon avait sorti aussi son R7, qui allait aussi nettement plus loin pour la photo d'action, la photo sportive ou animalière en tout cas, que le A6700. Et c'était déjà un petit souci, on va dire, pour le A6700, parce que l'APS-C aujourd'hui, mis à part Fuji, l'APS-C aujourd'hui, on le voit plus, en tout cas dans une certaine gamme de prix, c'est le cas quand même de cet A6700 qui est sorti, pas dire de bêtises, à 1700 € par là, il me semble, même si maintenant il est plus autour peut-être de 1500-1600, mais ça reste quand même du assez haut de gamme dans l'APS-C. Et c'est des boîtiers qu'on va utiliser surtout pour leur conversion de focale qui va permettre vraiment la photo de sport et animalière. Sauf que ce A6700, il est bloqué toujours à 10 ou 11 photos par seconde, quel que soit le mode d'obturation, et il n'a pas le prédéclenchement. Donc c'est pas un boîtier, en plus un viseur pas terrible du tout, un écran pas terrible parce que pas très lumineux, donc on est vite bloqué dans l'utilisation réelle de ce boîtier dans des utilisations certes particulières. Donc c'est pas le boîtier qui a renversé la table en APS-C, c'est sûr. Alors maintenant dans le plein format,
Parce que tout le monde s'est dit, quelque part, ils nous sortent cet A6700 finalement pas très ambitieux, notamment face à ce que Fuji faisait en face avec un XH2S, ou donc Canon avec le R7 notamment. Et on s'est tous dit, bon bah non, là clairement, de toute façon, ils privilégient maintenant le plein format, c'est clair, Sony, c'est comme ça, tant pis, ils laissent les autres développer la PSC. Ok, mais dans le plein format, il s'est passé quoi? Ils nous ont sorti donc le A9 III, qui est, s'il y a bien un boîtier de niche, c'est quand même celui-là, à plus de 7000 €, 24 mégapixels. Alors certes, évidemment, il a son capteur à obturation globale, qui est le seul à l'heure actuelle de toute la production, qui est ce mode d'obturation. N'empêche que ça le restreint du coup, comme j'avais dit moi, dans l'analyse de ce boîtier quand il est sorti, j'avais dit finalement en conclusion, ça le restreint à des utilisations un peu de niche, de photographes professionnels, de sport, en salle, extrêmement rapide. Moi je dirais type tennis de table, hockey sur glace, vraiment des sports comme ça, où on va avoir la nécessité d'une rafale vraiment hyper élevé pour décomposer un mouvement. Donc là on l'a avec 120 images par seconde, évidemment, et de ne pas avoir de rolling shutter du tout, même avec des rafales pareilles. Donc il remplit le contrat là, c'est à 9.3 évidemment, mais c'est bien à peu près tout, parce que on a évidemment une certaine perte en haut ISO et en dynamique parce que c'est jamais gratuit, ces technologies de capteurs qui sont très rapides, on le voit aussi avec les capteurs en pied d'ailleurs. Voilà, donc ça en fait quand même, et en plus c'est pas compatible pour l'instant avec la haute résolution, ça en fait quand même donc un boîtier de niche, surtout vu le prix. Ensuite Sony a sorti fin 2024 le remplaçant du A1, l'A1 II, en le mettant encore plus cher que le A1. Ouais, sans plus de commentaires, j'ai fait vraiment je crois une vidéo complète plus une autre vidéo après pour expliquer l'histoire de la rafale, où Sony nous la faisait un peu à l'envers pour faire croire qu'il avait une rafale plus élevée par exemple qu'un R5 II, en tout cas plus capacitaire au niveau buffer, alors que c'est pas vraiment le cas en réalité. Je vous renvoie aux vidéos concernées si ça vous intéresse sur ma chaîne. Mais là aussi on parle d'un boîtier évidemment à plus de 7000 €, on parle pas du tout des boîtiers de la gamme amateur et amateur expert en plein format, voire semi-pro. Non, on a toujours l'A7 IV. Alors on a bien l'A7 C2 quand même, qui bénéficie de l'autofocus plus moderne et dû notamment à la puce supplémentaire d'intelligence artificielle entre guillemets, qu'il n'y a pas dans l'A7 IV, pour que l'autofocus soit plus performant globalement et surtout au niveau des détections. Donc oui, c'est tout, parce que sinon pour le reste, que ce soit en photo comme en vidéo, c'est un A7 IV, l'A7 C2. Et donc il bénéficie évidemment des mêmes problèmes, à savoir un rolling shutter extrêmement marqué, qui est le pire du marché à l'heure actuelle, très clairement, que ce soit l'A7 IV, l'A7 C2, et bien sûr également d'une rafale très limité, que ce soit en obturateur mécanique ou électronique. Donc on va dire que quel que soit le boîtier qu'on prend, on pourrait même pousser jusqu'à la 7R5. Là on est plus cher bien sûr, mais on reste très loin du prix des A1 II et des A9 III. On est plus dans les prix par exemple d'un Canon R5 II. La 7R5 qui va accuser lui aussi un certain retard maintenant technologique par rapport à ses boîtiers concurrents. Alors la 7R5 il est sorti quand même sensiblement plus tard que la 7 IV, donc on peut quand même se dire que bon, c'est un peu logique, il reste encore valable la 7R5, ça dépend ce qu'on cherche à faire. Si on cherche un boîtier plus polyvalent avec de la haute résolution, on vaut vraiment mieux un Canon R5 II ou un Nikon Z8 si on n'a pas peur du gabarit, là c'est autre chose, et de pas avoir de rafale très rapide et de pré-déclenchement autre qu'en JPEG, ça aussi quand même c'est une limitation importante chez Nikon. Bon, on va reparler de la concurrence après, bien sûr.
Voilà, pour la 7R5, on peut encore se dire, il a quand même son capteur 61 mégapixels qui le différencie encore quand même d'un Z8 ou d'un R5 II. Par contre, un A7 IV, il n'y a plus grand chose quand même qui le différencie de la concurrence, si ce n'est son capteur 33 mégapixels, mais bon, ça commence à faire vraiment limite, hein. Alors, bon, c'est pas grave parce qu'on se dit de toute façon Sony va sortir là très prochainement l'A7 V. Alors ouais, ça fait déjà un petit moment qu'on se dit ils vont le sortir là très prochainement, hein. Il n'est toujours pas sorti, hein, à l'heure où on se parle. Les rumeurs les plus sérieuses n'avancent pas de date vraiment, ils disent quand même certainement 2025, mais quand? Alors moi j'allais dire, c'est pas le problème, c'est bon. Les utilisateurs vraiment Sony, je pense qu'ils sont capables d'attendre encore 2-3 mois avec leur A7 IV. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qui va apporter l'A7 V, vraiment. Et c'est là que moi, j'ai un peu peur. Alors, je ne demande que à ce que les faits me fassent mentir, hein, bien entendu, quand ce boîtier va sortir. Mais aujourd'hui, on voit assez mal quand même Sony nous sortir un boîtier qui conjugue un capteur qui baisse pas quand même en résolution, ça serait un peu dommage, donc qui reste à 33 mégapixels, notamment par exemple pour marquer une différence par rapport à un Panasonic ou à un Nikon Z6 III notamment, hein, ou même Z5 II, hein, d'ailleurs, au moins marquer une petite différence dans la résolution. Bon. Mais alors après, par contre, ça veut dire pré-déclenchement, un rolling shutter quand même moins marqué sensiblement que actuellement l'A7 IV, une rafale quand même largement plus conséquente. On arrête avec le crop 1.5 en 4K, évidemment 60 images par seconde en vidéo, parce que là aussi, hein, alors même si chez le Panasonic S5 II ou S5 IIX, là, en tout cas, je veux dire, Sony, normalement, techniquement, ils sont un peu plus avancés, donc ça devrait. Et puis, au niveau de l'autofocus, je dirais qu'au niveau de l'autofocus, du temps où de l'A7 III, puis les débuts de l'A7 IV, il y avait bien que Canon, et encore, il a fallu attendre vraiment le R6 et le R5, hein, le premier, quoi, pour comprendre que Canon pouvait tenir la dragée haute à Sony en termes d'autofocus, parce que Sony commençait à faire cavalier seul, et leur autofocus faisait carrément référence, hein. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait, hein. Il faut arrêter avec l'autofocus Sony qui est merveilleux. Il est très bon, l'autofocus Sony. Il n'est pas du tout meilleur qu'un Canon. Le Canon va même être meilleur dans certaines utilisations, notamment sportives. L'autofocus d'un R6 Mark II dans une utilisation sportive est meilleur et pas qu'un peu, que celui de l'A7 IV. Je peux vous le dire, ayant possédé les deux boîtiers, hein. Là, je possède des boîtiers Fuji, mais des boîtiers Fuji récents. Franchement, leur autofocus me paraît pas moins bon que celui d'un Sony A7 IV, hein, que j'ai pu avoir. Alors, tout au moins en photo, après en vidéo, c'est un peu différent. On sait que Fuji a eu des petits soucis d'autofocus en vidéo, notamment dernièrement. Il faut croire qu'ils ont bien quand même corrigé le tir, parce que moi, que ce soit le X-T5 ou le X-M5 qui me filme, depuis que je fais des vidéos avec, je surveille les éventuels pompages de l'autofocus et je n'en vois pas, hein. Et je vous mets au défi de voir sur toutes les vidéos qui sont tournées depuis 3 mois au X-T5 ou au X-M5, de voir des pompages autofocus déjà dans un face-cam comme ça, parce que mine de rien, c'est déjà un bon test, hein, en fait, pour savoir où il en est l'autofocus en vidéo. Donc voilà, c'est pour dire que Sony n'est plus dominateur en termes d'autofocus, et j'allais dire même Nikon qui était à la traîne. Depuis, alors bon, il y a eu la série des Z8, Z9 bien sûr, mais c'est des boîtiers quand même plus chers, beaucoup plus gros, enfin. Surtout quand le Z6 III est sorti et maintenant le Z5 II, mais même le Z50 Mark II en APS-C,
ils ont des autofocus qui valent mais largement celui de Sony, hein, là maintenant, hein, très clairement. Hein. Donc c'est plus ça qui va marquer une différence. Alors, sauf si dans la 7.5 Sony fait encore des progrès dans l'autofocus, significatifs, hein, je veux dire. Franchement, j'en doute, mais alors à la limite c'est pas très grave parce que c'est pas ça forcément le sujet. Alors cela dit, quand même, sur des photos vraiment d'action rapide, faudrait qu'il progresse, hein, parce que même celui qui est dans l'A7R5, alors peut-être c'est aussi dû à la haute résolution, mais hein, il faut aller voir des tests quand même, hein, sur YouTube de la 7R5. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, qui est utilisé dans des photos vraiment d'action. On va se rendre compte qu'il y a quand même du déchet, hein, et pas qu'un peu. Puis la 7R5, il est relativement limité en capacité vidéo aussi. Donc on attend d'un A7V qui vienne vraiment... alors peut-être pas plier le game, mais en tout cas rafraîchir et pas qu'un peu la gamme Sony. Hein. Alors la concurrence rapide maintenant par rapport à Sony, alors en APS-C du coup ils sont clairement à la traîne, mais je pense que c'est plus tellement leur souci. Hein. Chez Fuji on a quand même beaucoup de boîtiers dont puis une dynamique, hein, surtout de boîtiers qui sortent à fréquence assez rapide, hein, finalement. Bon, à part le haut de gamme vraiment, le XH2 et le XH2S, même le XT5 commence un petit peu à se faire vieillissant. Moi, honnêtement, je me plains pas de mon XT5 à ce niveau-là, parce que contrairement au Sony, il a des mises à jour régulières, par exemple sur l'autofocus, et les dernières ont vraiment arrangé le truc, hein, clairement. Il a le prédéclenchement, il a une rafale plus rapide et pas qu'un peu, hein, qu'un A7 IV par exemple. Il est clairement plus polyvalent, puis surtout, je vous refais pas l'histoire, mais pour moi, il est beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable à utiliser. Ça, c'est autre chose. Voilà, alors c'est surtout par rapport à un A6700, pardon, hein, plus qu'un A7 IV, puisqu'on parle APS-C. Donc il se fait dépasser, le R7 va lui être supérieur clairement sans coûter plus cher, hein, en photo d'action, hein, très clairement, et on parle d'un A7 II, là aussi on ne sait pas trop quand, mais certainement peut-être au plus tard en 2026, on n'entend pas parler d'un boîtier haut de gamme APS-C Sony, hein, c'est clair. Donc sur l'APS-C, on va dire, c'est mort pour la concurrence vraiment frontale avec les APS-C haut de gamme, je pense, avant longtemps. En plein format, et ben justement, on a des acteurs qui ont progressé. Hein. Là où finalement, il y a 2-3 ans, il n'y avait bien que Canon, pardon, qui pouvait frontalement concurrencer Sony. Maintenant, on a quand même Nikon très sérieusement, et depuis peu, on a Panasonic très sérieusement aussi, avec sa nouvelle série des S1, hein, le S1II, le S1IIe et le S1IIR, avec peut-être le petit bémol qui sont un peu chers, c'est-à-dire au niveau rapport qualité-prix, ils sont peut-être pas super bien placés, on va dire. On verra bien ce que nous sort Sony avec cet A7 V et surtout à quel prix il sort. Mais on peut le dire quand même, il y a gros danger pour Sony. Hein. Moi je pense que maintenant la monture ouverte, ça fait plus tout, quoi. Hein, certes, ça reste un avantage, hein, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Il ne faudra pas me reprocher de ne pas l'avoir dit, donc je le dis hein, clairement. Mais quand on sait que d'un autre côté, Sony ne joue pas le jeu et bride certaines fonctionnalités des boîtiers tiers, ce que ne font pas les autres, hein, très clairement. Canon qui a ouvert, certes qu'à la PSC, ne bride absolument pas les objectifs Sigma. Panasonic qui lui a ouvert à Sigma, Panasonic font que du plein format, hein, et du micro 4 tiers certes, mais surtout du plein format, et là on a toute la gamme Art et elle n'est pas bridée en fonctionnalité du tout, hein, contrairement à ce que fait Sony. Bon, après chez Sony on a les Tamron qu'on n'a pas chez Panasonic, par contre on les a chez Nikon, bon bref. Ok, je veux dire, c'est plus un avantage massu non plus l'ouverture de la monture Sony, plus peut-être par rapport à Canon, effectivement.
même si Canon se met maintenant à sortir des objectifs plus abordables aussi dans sa gamme RF plein format, hein. Mais voilà, c'est pour dire, la 7.5 c'est le Sony un peu de tous les dangers, hein, à mon avis, et je pense qu'il faudra un A7V qui soit vraiment solide, qui coûte autour de 3000 €, et il faudrait un espèce d'A7V un peu comme Panasonic a fait avec son S1.2 et son S1.2e, quoi. Un A7V peut-être qui descend un tout petit peu en performance, mais qui garde des capacités solides, comme le fait très bien un S5.2e, hein, de Panasonic. Sony, prenez exemple, hein. Voilà, bah écoutez, on va conclure. Je pense quand même que Sony, ça a été une marque qui a révolutionné le milieu des hybrides. Très clairement, hein, quand ils ont sorti en 2013 le premier A7 qui a été le premier hybride plein format, alors qu'on végétait chez les hybrides avec du micro 4 tiers, hein, très clairement jusque-là avec Panasonic et Olympus, même si attention, ce n'était pas des mauvais boîtiers, en tout cas on était loin du rendu d'image d'un plein format. Sony a révolutionné le truc et a su le faire évoluer, en tout cas jusqu'à la 7.3, quasiment sans concurrence, parce que Nikon notamment et Canon sont restés, on va dire, très conservateurs dans leur approche et ont mis beaucoup de temps à passer à l'hybride. Quand ils sont passés, les boîtiers n'étaient pas encore aussi bons, notamment qu'un A7 III et ensuite qu'un A7 IV. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la concurrence, elle est là et elle est très active, et il va falloir que la 7.5 ils sortent du lot, hein, pour vraiment s'imposer. On verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.